Compte rendu de la 89e réunion du Conseil de ministres. Le président de la République, chef de l'État, a présidé ce vendredi 15 mai 2026 à la Cité de l'Union africaine, la 89e réunion du Conseil de ministres. 5 points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir 1. Communication du président de la République, chef de l'État. 2. Points d'information. 3. Approbation d'un relevé des décisions du Conseil de ministres. 4. Examen et adoption des dossiers. Et 5. Enfin, examen et adoption des textes. La communication du président de la République a porté sur 2 points principaux, à savoir 1. Du respect des normes de construction, d'urbanisme et d'aménagement du territoire en République démocratique du Congo. Le président de la République a commencé sa communication en abordant la question du respect des normes de construction et d'urbanisme sur l'ensemble du territoire national, particulièrement dans les grandes agglomérations urbaines et plus spécifiquement dans la ville-province de Kinshasa, où il est observé une multiplication soutenue des constructions de tout genre. Cette dynamique, portée par l'ambition légitime de nos populations et des investisseurs, constitue un signal positif de développement, de modernisation urbaine et de vitalité économique. Cependant, il a relevé avec préoccupation que cette expansion urbaine s'opère souvent dans un désordre intolérable, marqué par le non-respect des normes urbanistiques, cadastrales, architecturales, environnementales et sécuritaires, avec notamment la construction d'immeubles à étages dans les zones destinées à des habitations basses, y compris à proximité d'édifices sensibles de l'État, au mépris des impératifs de sûreté publique, d'esthétique urbaine et d'aménagement harmonieux de nos villes. Le président de la République a constaté également que dans plusieurs chantiers, particulièrement à Kinshasa, des matériaux de construction tels que les sables, les caillasses, les moellons et autres agrégats sont anarchiquement entreposés sur la voie publique, impactant négativement la circulation routière, empêchant l'écoulement normal des eaux de pluie et aggravant l'insalubrité ainsi que la dégradation de l'environnement urbain. Il a rappelé la nécessité pour le gouvernement à veiller au strict respect des normes urbanistiques et des constructions. Face à la persistance de cette situation, il est désormais impératif de rétablir l'ordre, l'autorité de l'État et la discipline urbaine. La modernisation de nos villes ne pouvant se faire dans l'anarchie, ni au détriment de l'ordre public, de la sécurité collective et des règles d'aménagement du territoire, a-t-il précisé. Dès lors, il a instruit sous la coordination de la Première ministre, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, les ministres d'État, ministre de l'Urbanisme et Habitat, le ministre des Infrastructures et Travaux publics, le ministre de l'Aménagement du territoire, la ministre des Affaires foncières, ainsi que les différents gouverneurs de province, de prendre sans délai des mesures rigoureuses visant notamment à renforcer le contrôle préalable à la délivrance des permis de construire dans les stricts respects des plans d'urbanisation, des affectations des zones et de l'esthétique urbaine. Identifier les constructions érigées en violation des normes urbanistiques, sécuritaires et esthétiques. Interdire toute construction portant atteinte à la sûreté des installations et édifices sensibles de l'État. Réglementer strictement l'entreposage des matériaux de construction et mettre fin à toute occupation anarchique de la voie publique. Faire respecter les normes architecturales et l'esthétique publique afin de préserver l'harmonie et l'image de nos villes. Harmoniser les interventions des services techniques, cadastraux, fonciers et urbanistiques afin de mettre fin aux autorisations irrégulières. Appliquer sans complaisance des mesures coercitives prévues contre les auteurs de constructions anarchiques ou contraires aux normes urbanistiques et à l'esthétique publique. Mettre en place un mécanisme permanent de contrôle et de suivi des nouvelles constructions dans les principales villes du pays. Le deuxième point de la communication du président de la République a porté sur la protection du patrimoine de l'État
affectés au secteur de l'éducation nationale. Le président de la République a été saisi d'une recrudescence d'actes de spoliation du patrimoine immobilier de l'État affecté au secteur de l'éducation nationale ainsi que de l'enseignement supérieur et universitaire. Il lui a été notamment rapporté que plusieurs espaces réservés à l'enseignement font aujourd'hui l'objet d'occupations irrégulières, des morcellements illicites ainsi que des constructions anarchiques de nature privée, notamment des immeubles, hôtels, restaurants, supermarchés et autres infrastructures commerciales érigées au mépris de leur vocation éducative initiale. Une telle situation inacceptable constitue une atteinte grave à l'autorité de l'État, réduit sensiblement les capacités d'accueil et de formation de nos établissements publics et hypothèque l'avenir de notre système éducatif. Pour y faire face, des mesures urgentes et coordonnées devraient être prises afin de préserver durablement les infrastructures destinées à l'éducation et à la formation de la jeunesse. À cet effet, il a instruit les ministres du gouvernement, chacun en ce qui le concerne, notamment la ministre des Affaires sociales, la ministre d'État, ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, la ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale, le ministre d'État, ministre de la formation professionnelle, les ministres d'État, ministre de l'Urbanisme et Habitat, le ministre des Infrastructures, la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, ainsi que la ministre des Affaires foncières, sous la coordination de la Première ministre avec le concours de son cabinet, de procéder à l'identification exhaustive, au bornage, à la sécurisation foncière et à la cartographie numérique de tous les espaces scolaires, universitaires et centres de formation appartenant à l'État, ainsi qu'à la constitution d'une base de données centralisée du patrimoine éducatif national. Parallèlement, il conviendrait de suspendre toute cession, désaffectation ou occupation des espaces affectés à l'éducation sans autorisation préalable du gouvernement, tout en engageant un audit général des concessions et occupations intervenues sur ces sites. Les constructions anarchiques et occupations irrégulières devraient être systématiquement identifiées en vue de l'annulation des titres obtenus frauduleusement, du déguerpissement des occupants sans droit ni titre, ainsi que, les cas échéants, de la démolition des ouvrages érigés illégalement. Le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux devrait pour sa part donner des injonctions pour engager des poursuites exemplaires contre toute personne impliquée dans des opérations, des spoliations ou des cessions frauduleuses du patrimoine éducatif public, y compris les agents et les autorités complices. Enfin, des mesures de protection durable devraient être mises en œuvre, notamment la clôture progressive des sites exposés, l'interdiction des délivrances des permis de construire sur les emprises éducatives sans avis conforme des ministères sectoriels, le déploiement des brigades mixtes de contrôle ainsi que l'instauration d'un mécanisme permanent de surveillance et d'alerte afin de prévenir toute nouvelle tentative de spoliation. Dans la suite de la communication du président de la République, la première ministre chef du gouvernement est revenue sur les suivis de l'exécution des grands travaux initiés par le président de la République chef de l'État. C'est dans ces cadres qu'elle a effectué, le mardi 12 mai 2026, une visite d'inspection du chantier de rocade sud-est et sud-ouest de Kinshasa. Le ministre de l'Aménagement du Territoire et la ministre déléguée en charge de la politique de la ville, ainsi que le gouverneur de la ville de Kinshasa et les partenaires techniques d'Orsicomine engagés dans ces projets structurants ont fait partie de sa délégation. À travers cette descente sur terrain, elle a voulu s'enquérir personnellement de l'état d'avancement des travaux qui s'inscrivent dans la dynamique de modernisation des infrastructures et d'amélioration de la mobilité urbaine dans la capitale. Pour cette phase sud, les travaux portent sur un linéaire de 73 km de route, comprenant d'importants travaux de terrassement et des revêtements des chaussées, plusieurs ouvrages de franchissement dans 3 ponts majeurs d'une portée variant entre 90 et 180 mètres, ainsi qu'un échangeur à 3 niveaux à Mitendi destiné à fluidifier
la circulation entre la route nationale numéro 1 et les rocades. Les constats établis sur terrain révèlent une évolution globalement satisfaisante de l'état d'avancement de ces travaux. Au terme, ces infrastructures doteront Kinshasa d'un véritable périphérique urbain destiné à désengorger les trafics au bénéfice notamment des usagers empruntant la nationale numéro 1 en direction de la province du Congo central et de l'aéroport international de Njili. Le gouvernement demeure ainsi fermement engagé dans la mise en œuvre de son programme d'action à travers des infrastructures modernes qui amélioreront la mobilité urbaine, soutiendront les développements économiques et renforceront la qualité de vie de nos populations. Sur un autre point, la Première ministre chef du gouvernement a évoqué l'engagement collectif pour la réussite du programme d'action du gouvernement 2024-2028. Le 12 juin prochain marquera 2 ans depuis l'investiture de notre gouvernement par l'Assemblée nationale, une étape cruciale de notre parcours commun, a-t-elle dit aux membres du gouvernement. Ces moments, a précisé la Première ministre, doivent être pour nous l'occasion de faire un bilan à mi-parcours, une étape d'évaluation et des réflexions sur nos avancées, nos défis, mais aussi sur nos ambitions pour la suite. Notre peuple attend de nous des résultats concrets, visibles et durables. Face aux défis multiples qui se présentent à notre pays, nous ne pouvons pas nous permettre de relâcher nos efforts. Notre programme d'action 2024-2028 doit devenir notre levier d'action collective, notre feuille de route pour assurer le développement durable et la prospérité de la République démocratique du Congo. Elle a aussi rappelé les mots du président de la République en soulignant que notre gouvernement doit être un gouvernement d'action et des résultats. Ce n'est pas simplement une ambition, a soutenu la Première ministre, mais une obligation morale envers notre peuple, une exigence pour garantir la crédibilité de notre action. Elle en a appelé à chacun des membres du gouvernement à davantage renforcer la synergie, à intensifier notre engagement dans la mise en œuvre de notre agenda législatif et de nos priorités sectorielles pour cette année 2026. Enfin, la Première ministre a conclu son complément à la communication du président de la République en abordant la situation des embouteillages sur la route nationale numéro 1 où le trafic est régulièrement paralysé sur plusieurs kilomètres, contraignant les usagers à passer des longues heures, voire des nuits entières bloqués sur la chaussée. Cela s'explique par des causes structurelles et comportementales bien identifiées. Pour y remédier, la Première ministre compte convoquer dans les jours qui suivent une réunion de crise qui réunira tous les ministères concernés, les gouverneurs de Kinshasa et du Congo central, la police nationale congolaise, l'AFEC, les comités des transporteurs, les concessionnaires ainsi que l'agence congolaise de grands travaux pour apporter des solutions idoines en vue de dégager cette voie importante pour notre économie. Au deuxième chapitre du Conseil de ministres de ce jour, relatif aux points d'information, État et administration du territoire, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, décentralisation et affaires coutumières, a présenté au Conseil les rapports sur l'État et l'administration du territoire national. Au cours de la semaine qui s'achève, l'état d'esprit de la population a été notamment marqué par la visite du président de la République en Ouganda, où plusieurs protocoles d'accord ont été signés, indiquant les réchauffements des relations de bon voisinage entre nos deux pays, les soulagements de la population de la province du Sud Kivu, particulièrement celle des localités où les terroristes RDF AFCM 23 se sont retirés, les focus sur la question relative au débat suscité à la suite de la conférence de presse du président de la République. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a aussi présenté le rapport final consolidé reprenant les 67 recommandations issues du Forum national des affaires coutumières ainsi qu'un support visuel témoignant de la richesse culturelle congolaise et devant nous servir de base communicationnelle dans la promotion des valeurs coutumières et de notre diversité culturelle. Au chapitre du banditisme et de la criminalité, il a évoqué la poursuite de l'opération Ndobo à travers les principales villes des agglomérations urbaines, malgré des cas signalés de criminalité à travers le pays sur lesquels
la police se penche, il s'est aussi observé une dynamique dans le réchauffement des réunions des comités provinciaux et locaux de sécurité suite à la recommandation qu'il a formulée aux gouverneurs de province et à tous les chefs d'entités des bases. Il a terminé son rapport en faisant le point par rapport à la situation aux frontières. Toujours sur ces chapitres sécuritaires, pour sa part, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, a brossé la situation opérationnelle et sécuritaire en revenant spécifiquement sur les détails concernant les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu et des Lituri. Cette situation a été dominée essentiellement par les retraits simulés des troupes de la coalition d'agression RDF-AFCM 23 dans une partie de la plaine de la Ruzizi. Ces mouvements rétrogradent l'ennemi, suivis des pillages et exécutions sommaires, a été effectué en vue d'un renforcement suspect de ces troupes dans les hauts plateaux d'Uvira et de Mwenga au sud Kivu. Nos forces armées ont pris des dispositions adéquates pour empêcher toute progression des troupes ennemies, autant elles poursuivent les opérations de traque des terroristes ADF-ISCAP dans les territoires de Mombasa, en province de l'Ituri. Au sujet de la situation au triangle Congo central, Kinshasa, Grand Bandundu, les ministres délégués près le ministre de la Défense nationale chargé des anciens combattants a fait le point de sa mission, celle de rappeler à l'ordre les insurgés Mobondo des progrès engagés jusqu'à ces jours. Évolution de la situation récente sur les marchés d'échange ainsi que de biens et services. Intervenant comme invité, le gouverneur de la Banque centrale du Congo a évoqué les développements de la conjoncture économique de notre pays. Il a indiqué que la stabilité économique intérieure s'est poursuivie au cours de la semaine sous revue, traduite par les reculs de l'inflation hebdomadaire et l'appréciation du taux d'échange sur les deux segments du marché de change. Les projections du comité permanent de cadrage macroéconomique tablent sur une accélération de l'activité économique en 2026 avec un taux de croissance estimé à 6,2% contre 5,8% en 2025, soutenu principalement par les dynamismes du secteur extractif. Les taux d'inflation hebdomadaire s'est établi à 0,16% au 8 mai 2026 contre 0,19% la semaine précédente, portant les cumuls annuels à 3,51% contre 3,06% à la même période de 2025. En glissement annuel, il s'est établi à 2,56% contre 9,83% une année auparavant. Cette évolution traduit les maintiens d'une dynamique inflationniste globalement contenue, soutenue par l'orientation prudente de la politique monétaire ainsi que par la relative stabilité observée sur le marché de change. Les taux de change s'est fixé à 2200,65 francs congolais au 7 mai 2026 pour $1 américain sur le marché interbancaire et à 2331,26 CDF sur le marché parallèle. Par rapport au 30 avril 2026, le franc congolais s'est apprécié de 4,59% à l'indicatif et de 0,47% au parallèle. En rythme annuel, la monnaie nationale a enregistré une dépréciation de 0,88% à l'interbancaire et de 0,90% au parallèle. En rythme hebdomadaire, les cours mondiaux des principaux produits de base intéressant l'économie congolaise se sont globalement bien comportés, tout en considérant les facteurs de risque sur le plan externe et interne. Le gouverneur de la Banque centrale du Congo a réitéré les recommandations liées notamment au renforcement de la coordination des politiques monétaires et budgétaires dans l'objectif de consolider la stabilité macroéconomique et à la diversification des sources d'approvisionnement énergétique. Au sujet de l'évolution de la situation humanitaire, la ministre d'État, ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, a fait le point de la situation humanitaire en République démocratique du Congo pour la période allant du 3 au 9 mai 2026. À cet effet, il a été enregistré plusieurs alertes, notamment principalement liées aux vents violents,
aux inondations consécutives aux pluies diluviennes, notamment dans la ville de Kolwezi en province du Lualaba et dans la ville de Chikapa, province du Kasaï, ainsi qu'au mouvement des populations provoqué par l'insécurité persistante dans certaines provinces, dont celle du Nord Kivu, dans les villages de Mamove, Malibo, Butoué, Kiondo, Njiapanda et Mangina. Revenant sur la situation des sinistrés des pluies d'avril 2025 à Kinshasa, elle a préconisé des solutions supplémentaires durables orientées vers les relèvements communautaires afin de réduire la vulnérabilité de certains compatriotes exposés aux catastrophes naturelles. Au sujet de la situation épidémiologique, les ministres de la Santé, Hygiène et Prévention sociale a d'abord présenté le rapport narratif d'investigation préliminaire zone de santé de Mongwalu, Rwampara et Bunia dans la province de l'Ituri à la suite des rumeurs des décès groupés. Il en ressort plusieurs cas suspects, dont notamment 246 cas rapportés, 80 décès enregistrés au total, dont 4 décès parmi les cas en laboratoire. Parmi les 13 échantillons testés par l'INRB, 8 cas se sont révélés positifs et 4 à refaire. D'autres échantillons en provenance des Lituri sont en route pour l'INRB. Le séquençage a confirmé la souche Mbundibugyo. Au regard de ces éléments, le gouvernement, à travers son ministère, est en mesure de déclarer la 17e épidémie de la maladie à virus Ebola. Des mesures urgentes ont été prises dans l'immédiat, notamment pour l'élaboration des listes de contacts pour amorcer le traçage, la sensibilisation initiale des leaders communautaires et religieux pour contrer les rumeurs de maladies mystiques et la mise en place des mesures de prévention et contrôle des infections dans les structures de soins de santé locales, malgré les difficultés de mise en œuvre. Au sujet du choléra, la tendance observée à la 18e semaine a été marquée par une diminution du nombre de cas suspects. Par ailleurs, les ministres de la Santé ont informé le Conseil de l'alerte relative à une suspicion d'épidémie de choléra dans la zone de santé de Doumi, faisant état de plus de 500 cas de diarrhée. Les investigations épidémiologiques, cliniques et environnementales de l'équipe mixte de son ministère dépêchée sur les lieux ont conclu qu'aucun foyer épidémique de choléra n'est confirmé. En ce qui concerne le foyer de cas de hantavirus de souche Hant, suivi de près par plusieurs pays européens et présent notamment en Amérique du Sud, il a rassuré que l'Organisation mondiale de la santé évalue les risques mondiaux comme faibles pour la population en général, mais modérés pour les personnes ayant été exposées aux foyers liés au navire de croisière MV Ondius. Aucune transmission communautaire soutenue à grande échelle n'a été à ce jour documentée. En Afrique, aucun foyer majeur confirmé n'a été signalé à ce jour. Néanmoins, plusieurs pays, notamment la République démocratique du Congo, ont engagé des actions visant à renforcer des mesures de surveillance au point d'entrée et les dispositifs de détection précoce et de prise en charge d'éventuels cas. Note d'information relevant du secteur des sports et loisirs. Le ministre des Sports a informé le Conseil de la bonne évolution de la préparation de l'équipe nationale des Léopards à messieurs à la Coupe du Monde FIFA 2026. Il a rassuré de la transmission des listes de supporters demandeurs de visa pour les rendez-vous et des rendez-vous déjà fixés pour les derniers joueurs qui n'ont pas encore obtenu leur visa. Des assurances ont été également données quant à la soirée des galas prévue le 26 mai 2026 après la cérémonie des décorations de joueurs et la remise du drapeau national au capitaine de l'équipe nationale. Les préparatifs vont aussi bon train. Le 27 mai prochain, nos Léopards se rendront en Europe pour livrer 3 matchs de préparation tels qu'est prévu par les staffs techniques, dont 2 compteront pour les classements FIFA. Une mobilisation générale est en cours. Le ministre des Sports a également informé les conseils des discussions qui sont en cours avec des partenaires privés concernant la gestion de nos infrastructures sportives issues de la 9e édition des Jeux de la francophonie organisée à Kinshasa en 2023. Note d'information relevant du secteur des affaires étrangères. La ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, coopération internationale
Francophonie et diaspora congolaise, a quant à elle fait le point sur le régime des délivrances et d'usage des passeports spéciaux et ses implications. En effet, partant de l'état de lieu relatif à la croissance du nombre de passeports spéciaux, elle a attiré l'attention des membres du gouvernement sur le risque divers pouvant peser sur la valeur des passeports des officiels congolais, dans le but de renforcer le contrôle, combler la carence d'ordre institutionnel et les faiblesses constatées dans la réglementation actuelle relative à l'octroi de passeports nationaux. La ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, a sollicité du gouvernement ce qui suit: d'autoriser l'organisation des concertations interinstitutionnelles sur l'octroi et l'usage des passeports spéciaux en République démocratique du Congo, sous la coordination du ministère des Affaires étrangères, Coopération internationale, Francophonie et diaspora congolaise, de permettre la révisitation du cadre juridique actuel portant réglementation de l'octroi des passeports nationaux sur la base des recommandations des concertations interinstitutionnelles suspensionnées aux fins de parvenir à la mise en place d'un régime strict et cohérent des délivrances des passeports spéciaux, d'autoriser l'organisation d'un audit national et complet des passeports spéciaux en cours de validité, de mettre en place enfin un dispositif national de coordination, suivi et contrôle de l'usage des passeports spéciaux en République démocratique du Congo. Le Conseil de ministres a pris acte de cette note d'information, mais aussi de toutes les notes précédentes, au sujet du chapitre concernant l'examen et l'adoption des dossiers. 3 dossiers ont été soumis au Conseil de ministres de ce jour. Le premier, relevant du secteur du commerce extérieur, portant notamment sur la politique qualité nationale de la République démocratique du Congo. À ce sujet, les ministres du commerce extérieur a fait référence aux résultats de la semaine congolaise de la bonne gouvernance économique équitable qui s'est tenue à Kinshasa en mars dernier. Et le développement interactif des thématiques a permis non seulement de faire l'état de lieu de l'infrastructure qualité de notre pays, mais aussi de tracer clairement la trajectoire devant mener vers l'élaboration des 3 instruments fondamentaux que sont la politique qualité nationale de la RDC, la stratégie nationale de normalisation, le cadre national de réglementation technique. Après avoir passé en revue les évidences des gestions de la qualité, évoqué les conséquences de cet état de choses, exigeant un devoir de pragmatisme, le ministre du Commerce extérieur a insisté sur l'impérieuse nécessité pour la RDC de se doter de sa PQN au profit de la compétitivité et de l'équité à l'endroit de son offre sur les marchés national et international. Il a brossé les actions urgentes listées par les experts du British Standard Institute en collaboration avec nos experts pour une mise en œuvre immédiate. Il a aussi sollicité l'adhésion, l'appropriation et la disponibilité de toutes les parties indispensables pour la réalisation de cette assignation de portée internationale et dont l'enjeu est vital pour notre économie. Le deuxième volet de son intervention dans ce chapitre de dossier a porté sur la consultation organisée par le bureau du représentant du commerce des États-Unis d'Amérique sur la modernisation de l'AGOA. Sur ce point, il a expliqué aux membres du gouvernement les termes des propositions pour la modernisation de l'AGOA dans le nouvel esprit voulu sans sacrifier les intérêts commerciaux et économiques de pays africains en vue de l'envoyer au bureau du représentant du commerce des USA. Il reflète la position de la RDC qui soutient l'idée que cette modernisation offre une opportunité unique en combinant accès au marché, investissement, infrastructures et développement intégré, comme dans les corridors des Lobito et partenariats stratégiques avec les USA. Le ministre du Commerce extérieur a conclu par une série de recommandations formulées à l'endroit du gouvernement. Après débat et délibération, les conseils a adopté ces dossiers. Dossiers relevant du secteur de l'enseignement supérieur, universitaire, recherche scientifique et innovation, la ministre de l'Enseignement supérieur, universitaire, recherche scientifique et innovation a soumis au Conseil le dossier relatif à la contribution du gouvernement au fonctionnement de l'école de formation électorale en Afrique, FEAC. Elle a rappelé que cette école basée en République démocratique du Congo constitue aujourd'hui l'unique centre d'excellence civile de la sous-région
relevant de la communauté économique des États de l'Afrique centrale dans les domaines de la gouvernance électorale, ce qui positionne notre pays comme le pôle régional de formation démocratique. Depuis 2012, elle bénéficie d'un partenariat structurant de l'European Center for Electoral Support, renforçant son standard académique et opérationnel. Afin de répondre à ces besoins d'infrastructures modernes et des fonctionnements optimaux pour poursuivre avec la production d'une expertise hautement qualifiée dans la gestion, la stabilisation et la fiabilisation des systèmes électoraux au niveau sous-régional, un investissement stratégique du gouvernement a été sollicité quant à ce. Après débat et délibération, ces dossiers a aussi été adopté. Au dernier chapitre du Conseil de ministres de ce jour, relatif à l'examen et à l'adoption des textes, 4 textes ont été soumis. Le premier, projet de loi relevant du secteur de la justice, le ministre d'État, ministre de la Justice et garde-sceaux a soumis au Conseil pour examen et adoption le projet de loi portant autorisation de la prorogation de l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord-Kivu pour une période de 15 jours prenant cours le 1er juin 2026. Après débat et délibération, ce projet de loi a été adopté. Projet des textes relevant du secteur de l'entrepreneuriat et développement des petites et moyennes entreprises. Le ministre de l'Entrepreneuriat a soumis au Conseil pour examen et adoption 3 textes. Le premier, il s'agit du projet de décret portant création, organisation et fonctionnement du comité du pilotage, du programme d'autonomisation des femmes entrepreneurs et modernisation des PME pour la transformation économique et l'emploi, Transforme RDC. Ce texte permet la mise en place d'un cadre institutionnel pour la gestion du projet précité. Il assigne des missions claires au comité de pilotage et en définit les structures. Projet de loi modifiant et complétant la loi numéro 17/001 du 18 février 2017 fixant les règles applicables à la sous-traitance dans les secteurs privés. Ces textes répondent au besoin d'affiner le cadre juridique devant accompagner les entrepreneurs en leur garantissant un accès sécurisé au portefeuille de marché dans divers secteurs de la vie économique nationale, notamment au moyen de la sous-traitance. Les modifications et innovations concernent entre autres l'exposé des motifs pour tenir compte des raisons de l'amendement de cette loi, les champs d'application de la loi qui a été élargi à tous les secteurs d'activité de l'économie nationale, sans possibilité de dérogation par des lois sectorielles, l'encadrement de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans les secteurs privés et bien d'autres points. Dernier texte soumis, projet de loi sur les contenus locaux. Ce texte répond à la nécessité de corriger la contribution marginale au PIB national des entreprises détenues majoritairement par les nationaux en mettant en place un cadre juridique approprié destiné à promouvoir les contenus locaux et à renforcer la participation effective des nationaux dans l'exploitation des opportunités économiques offertes par les différents secteurs d'activité. Il promeut non seulement l'intégration de Congolais dans la chaîne des valeurs des entreprises principales, mais aussi l'utilisation de biens et des services nationaux, ainsi que le développement de la participation de la main-d'œuvre, de la technologie et du capital national dans la chaîne de valeur de tous les secteurs de l'économie nationale, afin d'atteindre un niveau de développement durable basé sur la croissance économique et le bien-être des Congolais. Après débat et délibération, ces projets de textes ont été adoptés. Commencée à 14h30, la réunion du Conseil de ministres a pris fin à 17h47. Je vous remercie.